Marseille, ville de soleil, de mer, de poésie brute et de poudre. Ici, les façades colorées cachent des cicatrices et les nuits sont traversées par des éclairs qui n'ont rien de romantique. Depuis quelques années, un mot circule dans les conversations à voix basse. Un mot qui glace même ceux qui pensaient avoir déjà tout vu. DZ Mafia. Un nom qui ne vient pas d'un quartier, mais d'un pays. DZ, comme le code international de l'Algérie. Un nom qui ne désigne pas un clan, mais une génération, une organisation multiforme, insaisissable, agressive, qui a redéfini la violence dans les rues de Marseille et désormais dans toute la France. Avant de plonger dans ce récit, prends une seconde pour t'abonner et liker. Parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas un documentaire ordinaire, c'est une plongée dans une guerre moderne, née au cœur des cités, alimentée par le trafic international, et devenue l'une des plus grandes menaces criminelles d'Europe. Et sans ton soutien, ces histoires vraies, racontées avec précision et profondeur, cesseraient d'exister. Tout commence dans les quartiers nord de Marseille, là où les immeubles dominent la mer, comme des forteresses fatiguées. Là où les enfants grandissent entre terrains vagues et voitures brûlées. Là où, depuis plus d'une décennie, des clans locaux contrôlent les fours, ces points de vente de cannabis, cocaïne ou héroïne, qui génèrent des fortunes quotidiennes. Mais les anciens clans commencent à montrer des fissures. Certains vieillissent, d'autres sont décimés ou enfermés. Des empires qui semblaient indestructibles s'effritent sous les coups de perquisition, de trahison ou simplement du temps. Et dans ce vide, une nouvelle génération s'engouffre. Des jeunes, souvent mineurs, radicalisés par la misère, fascinés par les armes, entraînés par les réseaux sociaux. Ils ne respectent plus les anciens codes du banditisme marseillais. Ils ne connaissent ni trêve, ni négociation, ni loyauté. Parmi eux, un groupe se distingue par sa violence, sa stratégie et sa rapidité. La DZ Mafia. Contrairement au clan traditionnel, la DZ n'est pas née d'une famille ou d'un quartier spécifique. Elle se forme dans les cités mixtes. Castellas, Paternelle, Saint-Joseph, Campagne-l'Évêque. Là où les origines se croisent et où les jeunes partagent tous la même chose. Incendie des scooters, fait brûler des véhicules pour effacer les traces. Ces jeunes ne négocient pas, ils n'envoient pas de message. Ils tirent. Et très vite, un nom s'impose. DZ. Leur réputation se répand de quartier en quartier. Ils ne respectent pas les anciens. Ils n'ont pas peur de la police. Ils n'ont pas peur de mourir. Et surtout, ils n'ont rien à perdre. L'année 2024 marque un tournant. Les premières grandes fusillades éclatent. Des rafales de Kalachnikov en pleine nuit. Des ados criblés de balles. Des vidéos diffusées sur Snapchat où certains exhibent leurs fusils comme des trophées. Les anciens du quartier parlent d'une violence jamais vue, d'une brutalité qui ne laisse même plus de temps pour respirer. Un soir, 3 fusillades éclatent en moins d'1 heure. Castellas, Égalade, la Joliette. Le carnage choque toute la France. Des adolescents tombent. Des innocents aussi. Marseille étouffe sous les sirènes. Et au centre de cette tornade, un clan prend l'avantage. La DZ Mafia. Mais si la DZ frappe aussi fort, c'est parce qu'elle n'est pas seulement un clan marseillais. Elle s'étend. Elle recrute à Montpellier, Toulouse, Rennes, Lyon, Nice. Grâce aux réseaux sociaux, elle transforme chaque ville en potentiel terrain de guerre. Elle recrute via TikTok, via Snapchat, via Instagram. Les vidéos de billets, de BMW volés, de fusils d'assaut. Des invitations camouflées. Monte, on a besoin de soldats. Ce n'est plus du banditisme local, c'est une génération armée, mobile, hyper connectée, prête à mourir pour un four qui n'est même pas le leur. Et l'État, dépassé, submergé, en retard. La police, les magistrats, les services de renseignement tirent la sonnette d'alarme. La DZ Mafia n'est pas un clan, c'est un mouvement. À Marseille, cela se traduit par une montée en puissance spectaculaire. Les Yodas sont attaqués, affaiblis, divisés. Leur lieutenant tombe.
Leurs choufs sont terrorisés. Des familles entières sont déplacées pour échapper aux balles. La paternelle vit sous un couvre-feu officieux. À partir de 17h, plus personne ne sort. Les murs sont criblés d'impacts. Les halls sentent le brûler. Les habitants vivent dans la peur. Et pourtant, personne ne parle. Parce qu'ici, la loi du silence n'est pas une option. Elle est une question de survie. La France découvre peu à peu que la DZ Mafia n'est pas seulement une entité violente. C'est une organisation structurée, dirigée par des figures majeures, dont certaines opèrent depuis la Belgique, l'Espagne ou même le Maroc. Parmi elles, un nom ressort souvent, Mehdi Hadrawamine, une figure redoutée, récemment condamnée pour enlèvement. Une preuve que la DZ ne recule devant rien. Séquestration, torture, vidéos d'humiliation envoyées à des familles pour faire pression. La méthode est simple. Régler un problème en faisant disparaître l'humain. La ville de Marseille a déjà connu des guerres. Celle des années 80 avec les caïds à l'ancienne. Celle des années 2000 avec les héritiers des grandes équipes. Celle des années 2010 avec les guerres de cité pour le cannabis. Mais ce qui se produit au milieu des années 2020 est différent. Radicalement différent. Ce n'est plus une guerre pour du territoire, ni pour de l'argent. C'est une guerre pour le pouvoir total, menée par une génération qui ne connaît plus la peur, qui a grandi avec les écrans et la violence comme normalité. C'est le terrain parfait pour un groupe comme la DZ Mafia. Au début, personne ne prend vraiment ces jeunes au sérieux. Ils sont trop bruyants, trop visibles, trop impulsifs. Les anciens du milieu les regardent avec condescendance. Des gamins, disent-ils. Des gamins qui s'exhibent sur Snapchat, qui posent avec des Glocks, comme s'ils imitaient des rappeurs américains. Mais ce que les anciens n'ont pas compris, c'est que ces gamins allaient changer les règles du combat. Mais la DZ ne s'arrête pas pour autant, car derrière lui, d'autres prennent la relève. Et la structure est suffisamment fluide pour survivre à ses propres chefs. 2024 devient l'année des horreurs. Les armes automatiques circulent comme des bonbons. Les scooters tournent en rond la nuit, phare éteint. Les habitants vivent dans la peur constante. Une femme raconte avoir entendu des coups de feu en pleine rue. On a vu une voiture partir à toute vitesse, puis un corps allongé, juste là. Il ne bougeait plus. Le pire, c'est que les victimes ne sont plus seulement des dealers. Les bandes ne choisissent pas leur cible. Elles frappent au hasard. Des étudiants, des pères de famille, des passants, des enfants. À Marseille, tout le monde devient une cible potentielle. La ville entre dans une sorte d'état de guerre officieux. Le soir du triple drame, Castellas, Egalade, La Joliette marquent un avant et un après. 2 morts à Castellas. 6 blessés à Egalade. 3 adolescents criblés de balles à La Joliette. La procureure parle de vendetta. Les médias parlent de narco-guerre. Les habitants parlent d'enfer. Et au centre de tout cela, un mot circule. DZ. Les Yoda reculent. La DZ avance. L'équilibre bascule. Si la DZ Mafia réussit à prendre autant de terrain, c'est aussi parce qu'elle a compris une chose que les anciens clans ont négligée. Le crime n'est plus local. Il est global. Il se connecte. Il voyage. La DZ a des connexions. En Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Maroc. Elle travaille avec des groupes issus de la diaspora. Elle a des relais en prison. Elle a des logisticiens qui organisent les transferts de drogue à travers l'Europe. Il ne s'agit pas seulement d'un clan marseillais. Il s'agit d'un réseau tentaculaire qui utilise Marseille comme un tremplin. Et pendant que certains chefs opèrent depuis des appartements abandonnés de la Castellane, d'autres boivent des cafés à Tanger, tout en dirigeant des opérations à distance. Lorsque la police commence à comprendre l'ampleur du mouvement, il est déjà trop tard. La DZ n'est plus un groupe émergent. Elle est devenue une structure dominante, dont les ramifications dépassent largement les cités nord. Et ce n'est que le début. Quand les policiers marseillais parlent de la DZ Mafia, un mot revient sans cesse. Décomplexé. Ils ne parlent pas de stratégie,
ni de réseau, ni même d'intelligence criminelle. Il parle d'un phénomène nouveau, presque sociologique. Une génération entière qui n'a plus peur de rien, plus peur de la prison, plus peur de la mort, plus peur des conséquences. Une génération pour qui tirer sur quelqu'un est un acte banal. Pour qui exhiber une Kalachnikov sur Snapchat est une façon d'exister. Pour qui mourir à 19 ans est presque normal. Et c'est ce qui rend la DZ Mafia terrifiante. Elle a transformé la mort en routine. La Paternelle, la Castellane, Campagne-l'Évêque, Saint-Joseph. Dans ces quartiers, la violence était connue, mais elle avait un certain ordre. Les anciens clans imposaient une hiérarchie. Il y avait des chefs, des règles, des négociations. Même en guerre, des limites existaient. Mais avec la DZ, ces limites explosent. Les enfants du quartier le disent eux-mêmes. Avec eux, ça tire pour rien. Avant, ils discutaient. Maintenant, ça rafale direct. Un travailleur social résume la situation en une phrase. La DZ, c'est la violence sans filtre. Les habitants vivent dans un état d'angoisse permanente. Une femme raconte qu'elle n'ouvre plus ses volets après 17 heures. Un père explique qu'il ne laisse plus ses enfants descendre jouer. Une grand-mère montre les impacts de balles dans le mur de son immeuble. Des trous qui traversent le béton comme des aiguilles dans du carton. À Marseille, les nuits ont changé. On ne dort plus. On écoute. Des sirènes, des scooters, des cris, puis le silence, toujours suivi d'un nouveau tir. La DZ Mafia, pour imposer son règne, utilise 3 armes principales. 1. Les armes de guerre Kalachnikov, fusils d'assaut, armes automatiques venues des Balkans, apportées par camion, parfois par bateau, souvent dissimulées dans des cargaisons de fruits ou de métaux. Ces armes ne sont plus rares. Elles circulent comme si c'était des jouets. Et quand un clan veut prendre un four, il envoie un commando de 4 ou 5 jeunes, armés et déterminés, prêts à rafaler à hauteur de tête. Les scooters volés. C'est la signature des commandos DZ, 2 par scooter, casque intégral, tir en mouvement. Disparition en 20 secondes dans les ruelles. Les caméras ne servent à rien. Les plaques ne sont jamais les bonnes. Les motos sont brûlées après chaque opération. 3. Les réseaux sociaux. C'est peut-être leur arme la plus dangereuse. Snapchat, TikTok, Instagram. Ils s'en servent pour recruter, narguer les clans ennemis, diffuser des vidéos d'humiliation, afficher leurs armes, provoquer la police, glorifier leurs morts. C'est un théâtre permanent de violence mise en scène. Une guerre en continu. Les policiers parlent d'une ubérisation du crime. Un commanditaire peut contacter un jeune de 15 ans via un simple message. 500 € pour brûler un scooter. 2000 pour tirer dans une jambe. 5000 pour neutraliser un chouf. Certains acceptent sans réfléchir. D'autres parce qu'ils n'ont rien d'autre. D'autres encore par prestige, pour prouver qu'ils méritent leur place. À 15 ans, certains deviennent déjà des assassins. En 2024, un événement frappe les esprits. Des vidéos montrent un adolescent de 14 ans avec un fusil d'assaut tirant dans un parking souterrain. Son rire résonne dans le micro du téléphone. Quelques jours plus tard, il est blessé dans une fusillade. Il survit, reprend un flingue et retourne sur un four, comme si rien ne s'était passé. Pour lui, pour son entourage, pour la DZ, c'est normal. La guerre entre la DZ Mafia et le clan Yoda atteint un sommet cauchemardesque lorsqu'un jeune innocent, Tarek, 23 ans, est tué alors qu'il buvait un thé devant une mosquée. Sa famille hurle à l'injustice. Sa tante dit en larmes. Il n'avait rien à voir avec tout ça. Il travaillait. Il aidait tout le monde. Ils ont tué toute une famille. Pour la DZ Mafia, ce n'est qu'un dommage collatéral. Une ligne de plus dans une guerre qui dévore tout sur son passage. La police déploie des moyens énormes. La CRS 8 arrive à Marseille. 65 policiers d'élite, véhicules blindés, intervention massive. Ils montent dans les cités, ils fouillent, ils perquisitionnent, ils contrôlent.
Ils interpellent, mais dès qu'ils repartent, les dealers réapparaissent, parfois dans la minute. Un policier confiera « On vide la mer avec une cuillère ». La DZ Mafia ne se contente plus de prendre des fours. Elle veut tout contrôler. Elle impose sa loi. Taxes sur certains trafics, intimidation, expulsion forcée, humiliation filmée, interdiction aux habitants de sortir le soir. Des jeunes expliquent qu'ils vivent dans une prison à ciel ouvert, une fillette de 9 ans figée. C'est une hydre, couper une tête et 3 repousses. Contrairement aux Yoda, dont les chefs vivaient dans les quartiers, la DZ Mafia a compris très tôt une vérité fondamentale. Le pouvoir se conserve mieux quand il se dirige depuis l'extérieur. Ainsi, beaucoup de têtes pensantes ont quitté Marseille bien avant que la guerre n'éclate. Direction, la Belgique, plaque tournante de la cocaïne. L'Espagne, royaume des logisticiens du narco. Le Maroc, où certains chefs vivent sous fausse identité. Les Émirats, paradis de l'argent non déclaré. De là-bas, ils pilotent les opérations, à distance, protégés, intouchables. Une simple note vocale, envoyée via télégramme, peut déclencher une fusillade à Marseille. Un transfert de crypto-monnaie, puis un pistolet, puis un fusil, puis un point de vente. C'est une économie de la débrouille structurée comme une armée. Pour la DZ Mafia, tuer n'est pas seulement une nécessité, c'est une stratégie. Un moyen de reprendre un territoire, punir une trahison, envoyer un signal, asseoir leur domination. Les commandos envoyés sur le terrain sont jeunes, parfois mineurs. Ils sont détachables, remplaçables. S'ils meurent, le réseau continue. S'ils sont arrêtés, d'autres prennent leur place. S'ils réussissent, ils montent en grade. La vie humaine ne pèse rien dans l'équation. L'argent généré est colossal. On parle de plusieurs millions d'euros par mois, rien qu'à Marseille. Alors, que devient tout cet argent? Il est blanchi à travers l'immobilier, les entreprises de BTP, les garages, les restaurants, les commerces ethniques, les réseaux de dépôt-vente, les crypto-monnaies, les sites de paris en ligne. Une partie part dans les pays du Maghreb, où il finance d'autres projets. Une autre part sert à acheter des armes. Une autre encore est réinvestie dans la drogue. Rien n'est perdu. Le crime finance le crime. La DZ Mafia ne règne pas seulement par les armes, elle règne par la peur. Elle impose des taxes au commerce, des loyers aux vendeurs indépendants, des ordres aux familles, des interdictions de circuler. Un habitant peut être expulsé de son propre immeuble. Une famille peut être forcée de déménager du jour au lendemain. Un jeune peut être battu pour un simple mot de travers. La DZ dicte les horaires, les rues, les sorties. Le quartier n'appartient plus aux habitants, il appartient au réseau. Ce que les policiers découvrent au fil des années est stupéfiant. La DZ Mafia est connectée à des trafiquants belges, des logisticiens hollandais, des clans marocains, réseaux albanais, des familles du sud de l'Espagne, des groupes émiratis spécialisés dans le blanchiment. C'est une fédération criminelle, une alliance sans nom. Une structure fluide, efficace, sans faiblesse apparente. Ce n'est plus un clan local, c'est un réseau international. Et Marseille n'est qu'une plaque tournante, une porte d'entrée, un terrain d'expérimentation, un laboratoire de violence. Mais un jour, cet empire va montrer ses failles, et quand il va commencer à s'effondrer, personne ne s'attendra à l'ampleur de la chute. Pas les policiers, pas les journalistes, pas même les membres du réseau. Car la DZ Mafia, en s'étendant trop vite, va devenir victime de sa propre puissance. Au début, la guerre entre les Yoda et la DZ Mafia n'était qu'une confrontation classique entre deux groupes criminels, une lutte territoriale, presque logique, selon les codes du narcotrafic. Mais très vite, ce qui devait rester un conflit limité est devenu un incendie impossible à éteindre. Un policier marseillais résume la situation ainsi. Ce n'était plus une guerre, c'était une contagion, une épidémie de violence.
Et cette épidémie, trop bordélique. Un groupe de gamins surexcités, armés, provocateurs. Mais selon les policiers, pas structurés comme les vrais clans. Grave erreur, car ces jeunes avaient quelque chose que les Yoda avaient perdu avec le temps. La rage pure. Cette énergie incontrôlable qui fait exploser toutes les règles. Là où les Yoda misaient sur la discrétion, la DZ misait sur le spectacle. Là où les Yoda négociaient, la DZ rafalait. Là où les Yoda respectaient encore quelques codes, la DZ écrasait tout ce qui se trouvait sur son passage. Lorsque les Yoda ont compris qu'ils perdaient du terrain, ils ont répliqué comme ils l'avaient toujours fait, avec discipline, stratégie, précision. Mais ils n'avaient jamais affronté un adversaire aussi imprévisible que la DZ Mafia. Dans la nuit du 12 février 2025, une série de fusillades éclate en moins d'une heure. Castellas, 2 hommes abattus devant un immeuble. Égalade, 6 personnes blessées, rafalées dans les jambes. La Joliette, 3 adolescents criblés de balles devant un snack. Les témoins parlent d'hommes cagoulés, tirant sans viser, comme dans une scène de guerre. L'un d'eux raconte, ils ont vidé leur chargeur comme s'ils ne voyaient plus rien. Pour les enquêteurs, un détail est effrayant. Les tueurs ne montraient aucun signe de panique. Ils tirent, ils repartent, calmement, comme si c'était normal. Après cette nuit cauchemardesque, Marseille se réveille traumatisée. Les médias parlent de narco-guérilla urbaine. La procureure évoque une logique de vendetta poussée à son extrême. Alors, l'État réagit. La CRS 8 est envoyée en renfort. Des dizaines de fourgons descendent sur les cités. Casques, fusils, gilets lourds. L'intervention est filmée. Les images tournent en boucle. Mais à la Paternelle, les habitants ne sont pas dupes. Une femme murmure à la caméra. Ils viennent 2 heures. Après, c'est nous qui restons ici. Et effectivement, dès que les policiers repartent, les dealers reviennent, comme si rien ne s'était passé. La DZ n'a pas peur de l'État. Elle joue avec lui, elle le défie, elle le ridiculise. Avant, les règlements de compte visaient surtout les trafiquants. Les affrontements étaient ciblés. On tirait sur des ennemis identifiés. Mais avec la DZ, cette logique explose. Les balles ne distinguent plus les cibles. Elles traversent les murs, les voitures, les commerces. Elles fauchent des innocents, des enfants, des étudiants, des travailleurs, comme Tarek, 23 ans, tué alors qu'il buvait un thé après la mosquée. Comme un chauffeur VTC, abattu au coin d'une rue. Comme une mère blessée en traversant la route avec son enfant. Les familles brisées commencent à se compter en dizaines. Un père dit « À Marseille maintenant, on meurt pour rien ». Dans les quartiers contrôlés par la DZ, tout peut déclencher une fusillade, un regard, une blague mal comprise, une rumeur lâchée au mauvais moment, un message supprimé trop tard sur Snapchat. La DZ Mafia a créé une ambiance paranoïaque, où tout le monde se méfie de tout le monde. Un jeune de 17 ans raconte aux éducateurs « Si tu likes la photo d'un gars de Yoda, t'es mort ». Ça peut sembler absurde. Et pourtant, c'est réel. Des vies se jouent sur des emojis. Des morts naissent d'un commentaire. La DZ Mafia sait qu'elle fascine. Alors, elle alimente la fascination. Chaque fusillade est suivie de messages cryptés, vidéos, stories Snapchat, phrases énigmatiques, photos de scooters, musique sombre, menaces codées. Les journalistes suivent. Les plateaux télé s'enflamment. Les titres se succèdent. Marseille sous la coupe des narcos. La DZ Mafia frappe encore. Une ville en état de siège. La DZ Mafia adore ça. Elle existe dans le regard des autres. Plus on parle d'elle, plus elle se renforce. Pourtant, derrière ce spectacle morbide, il y a des milliers de vies brisées. Des mères qui ne dorment plus. Des pères qui ta vie est devenue un exercice de survie. Un vieil homme dit au journaliste « Ici, on vit avec la mort dans le dos. On s'est habitué. » Et c'est peut-être ça, le plus tragique, la normalisation.
l'acceptation, la résignation. Parce que quand un peuple cesse d'être choqué par la violence, c'est le signe que la société est déjà fracturée. La riposte des autorités cible les deux clans. Des arrestations massives frappent les Yoda. Leurs chefs tombent les uns après les autres. Leur structure s'essouffle. Leur influence s'érode. Mais Marseille ne respire pas. La DZ Mafia occupe immédiatement chaque centimètre le territoire abandonné. Les policiers le disent. On a battu Yoda, on n'a pas battu la guerre. Parce qu'en vérité, la chute des Yoda ne fait qu'ouvrir la voie à un règne encore plus violent, encore plus moderne, encore plus imprévisible. Et ce règne, Marseille n'est pas prête à l'affronter, car l'ennemi qui arrive n'a plus rien à perdre. Quand on parle de la DZ Mafia, on pense aux fusillades, aux scooters volés, aux cris qui déchirent la nuit marseillaise. On pense aux jeunes cagoulés, aux kalachnikovs, aux vidéos Snapchat. Mais ce que le public ne voit pas, ce qui ne fait jamais la une, c'est tout ce qui se joue dans l'ombre, loin des regards, loin des cités, loin des caméras. Parce que derrière les soldats, derrière les tueurs, derrière les guetteurs, il y a une toute autre réalité, celle des chefs invisibles, des financiers, des intermédiaires, des traîtres, des exilés, des hommes qui contrôlent la guerre, sans jamais tirer une balle. Et cette réalité-là, c'est la plus terrifiante. Les enquêteurs l'ont compris tardivement. Beaucoup des leaders de la DZ Mafia ne vivaient plus à Marseille depuis longtemps. Certains étaient installés en Espagne, d'autres en Belgique, d'autres encore au Maroc, souvent protégés par des identités falsifiées et des réseaux locaux. Ils vivaient dans des villas, conduisaient des voitures de luxe, portaient des montres hors de prix. Tandis qu'à Marseille, leurs soldats, des gamins parfois de 15 ans, se tuaient pour quelques centaines d'euros. Ces parrains ne mettent plus jamais les pieds dans une cité. Ils donnent des ordres depuis des cafés chics, des appartements sécurisés, ou même depuis la prison. Car oui, plusieurs chefs de la DZ Mafia continuent à commander derrière les barreaux, grâce à des trahisons. Ce sont des clans qui se font et se défont en permanence. Des alliances temporaires, des pactes instables, des promesses qui durent une semaine. On trahit pour une dette impayée, un regard mal interprété, une humiliation, une histoire de jalousie, une embrouille de scooter, une photo publiée sur Instagram. Le moindre prétexte devient une raison de tirer. Et dans les étages supérieurs, la trahison est encore plus courante. Des lieutenants dénoncent discrètement leurs rivaux. Des intermédiaires changent de camp pour 20 000 euros. Des familles finissent par parler pour se protéger. Des soldats vendent des informations pour sortir de la misère. La DZ Mafia n'est pas un clan soudé. C'est un réseau mouvant, instable, alimenté par les intérêts personnels. Le nom apparaît dans les articles, dans les dossiers judiciaires, dans la presse nationale. Mehdi Hadrawamine, l'une des figures majeures de la DZ Mafia. Condamné pour un enlèvement en 2019, impliqué dans plusieurs affaires graves, considéré comme l'un des cerveaux logistiques du réseau. Ce n'est pas un jeune des cités, ce n'est pas un chouf, ce n'est pas un tueur de rue. C'est un cadre, un organisateur, un homme qui savait comment déplacer de la drogue, comment gérer des chauffeurs, comment organiser un enlèvement, comment mettre en place des opérations propres. Son passé démontre que la DZ Mafia n'est pas uniquement un groupe de gamins armés. C'est une organisation capable de planifier des actions complexes. Kidnapping, transfert de marchandises, blanchiment international. Quand Mehdi tombe, ce n'est pas seulement un homme qui est arrêté. C'est une partie du cerveau du réseau. Et sa chute révèle une vérité. Derrière la brutalité, il y avait une véritable stratégie. Parmi les éléments les plus effrayants du système DZ, il y a ces jeunes sans attache, qui ne dépendent d'aucune cité ni d'aucun chef. On les appelle les loups solitaires. Ce sont des tireurs à gages recrutés ponctuellement, parfois des mineurs, parfois des jeunes de 18-20 ans qui veulent monter en grade. Ils n'ont aucune loyauté, aucune peur, aucun avenir.
Ils tirent pour 5 000 €, une moto, une montre, parfois même pour l'honneur. Et une fois l'opération terminée, ils disparaissent. La police peine à les identifier. Ils changent de réseau, ils changent de cité, ils changent de nom. La DZ Mafia utilise ces jeunes comme des pièces interchangeables. Ce sont eux, souvent, qui rendent le conflit imprévisible. Ce sont eux qui transforment une tension en massacre. Ce sont eux qui tirent sans réfléchir. Des ombres sans conscience. L'une des découvertes les plus perturbantes des enquêteurs, c'est que les prisons sont devenues le véritable quartier général de la DZ Mafia. Les chefs incarcérés continuent à donner des ordres, gérer les fours, organiser des attaques, superviser des livraisons, orchestrer des règlements de compte. Tout cela grâce aux téléphones clandestins, aux visiteurs, aux réseaux sociaux, à la crypto, aux notes manuscrites. Certains ordres de meurtre à Marseille sont envoyés depuis une cellule, entre 2 rondes de surveillants. On croit que l'incarcération affaiblit les clans, mais souvent, elle ne fait que les regrouper, les renforcer, les structurer. La prison est un incubateur, un lieu où les alliances se forment, où les recrutements se font, où les stratégies se décident. Et tant que cette réalité persiste, la guerre ne peut pas finir. C'est peut-être l'aspect le plus tragique. Dans cette guerre, personne ne sort vainqueur. L'action se transforme alors en enquête discrète. Personne ne le sait encore. Mais ce papier va devenir la première pierre du séisme. Les 2 téléphones retrouvés dans la voiture sont analysés. Le premier est vide, effacé, ne donne rien. Mais le second n'a pas été formaté correctement. Les enquêteurs y découvrent des discussions télégrammes, des photos d'armes, des vidéos de mise en scène, des localisations de fours, et surtout, des notes vocales envoyées en anonyme. Dans ces messages, une voix modifiée donne des instructions précises. Change de voiture à 22 h, les pseudos, les lieux, et tout mène au même nom. Un jeune homme très discret, souvent invisible, mais essentiel à la DZ Mafia. Le logisticien. Il n'est pas un tueur, pas un guetteur, pas un chef affiché. Il est pire, c'est celui qui organise tout. Grâce à ce téléphone, la police possède enfin un fil à tirer. Pendant des semaines, une filature minutieuse se met en place. Voiture banalisée, caméra cachée, agent discret. Le logisticien de la DZ Mafia est observé jour et nuit. Il ne sait pas qu'il est suivi. Il pense que personne n'a compris son rôle. C'est un homme prudent. Il change souvent de vêtements. Il ne porte jamais de montre. Il ne garde jamais de téléphone plus de 2 semaines. Mais il fait une erreur. Il fait confiance aux mauvaises personnes. Et dans les affaires comme celle-ci, l'erreur ne pardonne jamais. Il y a toujours une trahison. Toujours. Cette fois, elle vient d'un jeune de 19 ans, un chouf de la DZ, blessé lors d'une fusillade à la Busserine. Il a perdu un ami. Il a failli perdre sa jambe. Et en sortant de l'hôpital, il réalise que son clan l'a oublié. Plus de soutien, plus d'argent, plus de visites. Alors, quand la police le questionne, il parle. Pas par courage, pas par remords, par vengeance. Il donne des noms, des adresses, des habitudes, des plans, des téléphones, des lieux de rendez-vous. Il désigne surtout le logisticien comme la clé du réseau. Dès cet instant, le destin de la DZ Mafia est scellé. À l'aube, un matin d'octobre, 250 policiers, gendarmes, agents du RAID et du GIGN sont mobilisés dans une opération coordonnée sur 4 villes. Marseille, Lyon, Toulouse, Nice. Les ordres sont clairs. Interpeller les figures majeures du réseau avant qu'elles ne disparaissent. À Marseille, les équipes entrent dans un appartement discret. Le logisticien est arrêté. Il essaie de fuir par la fenêtre. Il tourne dans une cour intérieure. La chute le fracture. Il est neutralisé.
Et avec lui, toute la structure de la DZ commence à s'effondrer. Au même moment, 3 lieutenants sont arrêtés à Toulouse, 2 chauffeurs à Nice, un collecteur à Lyon et un chef intermédiaire à Pertuis. L'opération est un succès. Mais le plus gros reste à venir. Dans une planque de la DZ, la police trouve plusieurs serveurs informatiques cryptés. Ils pensent d'abord que ce sont des outils classiques de blanchiment. Mais lorsqu'ils les analysent, ils découvrent quelque chose d'inimaginable. Toute la comptabilité du réseau. Tout. Les ventes de cannabis, les kilos de cocaïne, les dettes, les paiements des tueurs, les bonus, les pressions, les pourcentages des chefs, les transferts vers l'Espagne et le Maroc, les fourmis, les collecteurs. Une architecture criminelle entière, détaillée, structurée, organisée, comme une multinationale. Dans tous les services de l'État, l'information crée un choc. La DZ Mafia n'était pas un simple clan. C'était un empire financier, et son effondrement a commencé par une simple contravention. Lorsque les arrestations tombent, le reste du réseau entre dans la panique. Les téléphones brûlent, les voitures disparaissent. Les soldats changent de camp. Les familles quittent Marseille. Certains chefs s'enfuient en Espagne, d'autres en Belgique. D'autres tentent de se cacher dans les cités, mais ils savent que c'est trop tard. Un clan peut survivre à une fusillade, à une guerre, à une trahison. Mais il ne peut pas survivre à sa propre structure révélée. Quelques heures après les arrestations, les médias nationaux explosent. Démantèlement d'un réseau criminel majeur. DZ Mafia, à coup de filet historique. Chute d'un empire de la drogue à Marseille. Les politiques s'empressent de commenter. Les habitants de la Paternelle regardent les écrans en silence. Certains pleurent, d'autres rient nerveusement. D'autres encore disent simplement « On verra combien de temps ça dure ». Parce qu'ils le savent, dans cette ville, rien n'est jamais fini. La chute semble totale. La DZ Mafia apparaît écrasée, anéantie. Mais ce que personne ne voit encore, c'est que derrière ce coup de filet, derrière ces arrestations spectaculaires, un autre joueur entre en scène. Les réseaux logistiques sont brisés. La police, les médias, les politiques parlent de victoire. Mais dans Marseille, les habitants ne célèbrent pas. Ils observent. Ils attendent. Parce que ceux qui vivent ici savent une vérité froide. Quand un empire criminel tombe, un autre est déjà en train de naître. Et justement, au moment même où les journaux parlent de fin de règne, une rumeur commence à circuler dans les cités. Une rumeur qui inquiète jusqu'aux plus anciens. Il est de retour. Cet homme n'est pas un soldat, pas un jeune, pas un fou prêt à tirer pour 300 €. C'est un vétéran, un ancien du banditisme marseillais. Quelqu'un qui a connu la génération Farid Berama, les caïds du début des années 2000, la montée des réseaux de cocaïne, la transition vers les armes automatiques. Il avait disparu. Certains disaient qu'il était mort, d'autres qu'il avait fui, d'autres encore qu'il s'était rangé. Mais à la chute de la DZ Mafia, il réapparaît. Son objectif ? Pas reprendre les fours, pas recruter des choufs, pas mener une guerre. Non. Il veut réorganiser. Il veut reprendre Marseille, comme avant, avec des codes anciens, une hiérarchie, des règles. Il veut ramener de l'ordre dans le chaos. Un ordre criminel, certes, mais un ordre quand même. Et pour y parvenir, il a besoin d'une chose, que la DZ Mafia soit définitivement enterrée. Dans les cafés du centre-ville, on murmure. Dans les halls des cités, les guetteurs écoutent. Sur Telegram, les messages cryptés se multiplient. Marseille enterre la DZ, mais ne respire pas. Parce que comme toujours, une question plane. Qui prendra la place ? Les Yodas sont affaiblis, divisés, amputés. La DZ Mafia est décapitée. Les indépendants n'ont pas la puissance. Les petits groupes sont trop instables. Les anciens clans corses ne sont plus ce qu'ils étaient. Les réseaux nord-africains se méfient. Alors qui ? Peut-être personne.
peut-être plusieurs à la fois. Peut-être un nom encore inconnu. Marseille attend, comme une bête blessée sur le qui-vive, prête à se défendre, mais incapable de guérir. Au Castellas, à la Paternelle, à Frévalon, les familles ne fêtent rien. Elles font ce qu'elles font depuis des années. Elles enterrent. Les mères pleurent en silence. Les pères serrent les dents. Les frères jurent vengeance. Les sœurs n'osent plus sortir. Dans les escaliers des cités, les enfants jouent à reconnaître les sons. Kalash, Loc, Scorpion, 9 mm. À 9 ans, ils savent déjà. Parce qu'ils ont entendu, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont perdu. La chute de la DZ n'efface pas la douleur. Elle ne ramène personne, elle ne répare rien. Dans une marche blanche, une mère tient une photo contre son cœur. Son fils avait 17 ans. Il était chouf. Il voulait arrêter. On l'a tué avant qu'il ne puisse partir. Elle dit « Aujourd'hui, c'est la DZ qui tombe. Mais demain, qui prendra leur place ? Arrêtez de parler de clans, parlez de nos enfants. » Mais la France ne parle jamais de ça. La France parle de guerre, de bataille, de plans anti-drogue, comme si c'était une série. Comme si la réalité n'était pas faite de cercueils trop petits. Du côté des forces de l'ordre, le constat est amer. Un commissaire de terrain confie. Vous pouvez arrêter 200 mecs, saisir 50 fusils, fermer 4 fours. Tant qu'on ne change rien autour, rien ne changera. On traite les symptômes, pas la maladie. Un autre ajoute, les clans ne meurent jamais, ils mutent. Ils changent de nom. Ils changent de chef, c'est cyclique. Tant qu'il y aura de la misère, il y aura des Yoda, des DZ, des nouveaux. Les policiers le savent, les habitants le savent, même les dealers le savent. La ville est une boucle, un cycle, une plaie ouverte. Et la chute de la DZ Mafia n'est qu'un chapitre. La DZ Mafia laisse 2 choses à Marseille. 1. Une méthode de recrutement en ligne. Commando anonyme. Tueur interchangeable. Direction depuis la prison. Ubérisation du crime. Propagande sur Telegram. Vidéos masquées. Menaces politiques. Une génération entière a observé. Elle reproduira. 2. Un vide. Un vide immense. Un vide que quelqu'un remplira. Parce qu'à Marseille, un four vide est un appel d'air, une opportunité, un trône vacant. Ce trône ne reste jamais libre longtemps. Les semaines passent, la vie s'apaise, un peu. Mais au fond, personne n'y croit. Les réseaux sous-marins se réorganisent. Les anciens du milieu contactent les nouvelles générations. Des investisseurs suspects apparaissent, des armes circulent. Des scooters sont volés. Des jeunes disparaissent. Une rumeur revient. Encore une. Toujours la même. Un nouveau chef arrive. Ça bouge à la Castellane. Ils recrutent à Herbel. Ils ont reçu des armes. Personne ne sait si c'est vrai, mais dans cette ville, les rumeurs deviennent souvent des prophéties. Au fond, Marseille n'est pas maudite. Elle est oubliée, abandonnée, livrée à elle-même. On parle de crime, on parle de drogue, on parle de fusillade. Mais on devrait parler de logement insalubre, écoles saturées, chômage massif, absence de transport, quartiers isolés, familles traumatisées. La criminalité n'est qu'un symptôme. Le vrai mal, c'est le vide. Et tant que ce vide existe, les DZ Mafia renaîtront. Sous d'autres noms, sous d'autres visages, avec d'autres guerres. Marseille ne manque jamais d'armes, ni de jeunes prêts à mourir, ni d'hommes prêts à les envoyer. La DZ Mafia est tombée, c'est un fait. Mais ce n'est pas la fin. C'est juste un interlude, un souffle, un calme, avant la prochaine tempête. Et dans ce silence, tout Marseille le sait.
un nouveau chapitre va commencer. Personne ne sait quand. Personne ne sait comment. Personne ne sait qui en sera le nom. Mais ce qui est certain, c'est qu'on en parlera encore. Encore et encore. Parce que cette ville ne dort jamais. Parce que cette ville ne guérit jamais. Parce que cette ville ne renonce jamais. Et c'est ça, Marseille. Belle, brisée, éternelle. Si tu veux continuer à découvrir des histoires vraies, crues, sans filtre, si tu veux plonger dans les coulisses des clans, des empires criminels, des guerres invisibles, si tu veux comprendre ce que personne n'explique, abonne-toi maintenant. Like la vidéo pour soutenir ce travail. Parce que ces récits, personne d'autre ne les raconte comme ça. Parce qu'il faut du courage pour regarder la vérité en face. Et parce que ce n'est qu'un début.